Bonsoir, bienvenue à la Maison de la Poésie. Juste 2 secondes pour vous dire l'histoire étrange qui m'amène sur cette scène ce soir. Je m'appelle Adrien Gombaud, je travaille pour le journal Les Échos au service culture. Et il y a 1 an et demi de ça, on se lance dans un reportage très bizarre. On va passer une nuit enfermé dans la librairie Shakespeare and Company, qui est juste de l'autre côté de la Seine. Certains d'entre vous connaissent cet endroit. Et il se trouve que à ce moment-là, en résidence dans la librairie, il y a une jeune poétesse britannique qui habite là quelques jours, le temps d'écrire un petit peu, de se familiariser avec cette librairie. Et donc, on a passé plusieurs heures enfermés la nuit dans cette librairie mythique à parler de sa passion pour les mots, pour la langue britannique. Et puis, elle m'explique qu'elle va avoir bientôt un livre traduit en français. Et on est resté en contact pendant longtemps. Et puis finalement, le livre est sorti. Il s'appelle en français « Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi ». C'est publié aux éditions du Castor Astral. Les gens du Castor Astral sont là. Et elle termine aujourd'hui une tournée en français, puisqu'elle a appris le français, de lecture. La personne que vous allez entendre ce soir est une grande voix donc, de la jeune poésie britannique. Elle a reçu le prix Ted Hughes pour son premier livre qui s'appelle « Personne ne m'a dit », qui est paru en 2018. Et elle achève ici à Paris une tournée française qui l'a amenée à Toulouse, à Nantes. Je vous demande d'accueillir Madame Holly McNish. Holly va lire quelques poésies et ensuite on se retrouve pour une petite discussion autour de son travail. Bonne soirée. Merci, Adrien. Salut, bonsoir, ça va? Mais merci bien, ouf. Je peux pas croire que je suis ici à Paris, à la Maison de la Poésie, en tentant de lire en français. Alors, merci pour vous de venir. Merci aussi un peu extra pour les personnes qui ne veulent peut-être pas être ici. Je sais qu'en Angleterre et en Grande-Bretagne, il y a toujours les personnes qui ont des amis, qui disent des amis ou des amants, des maris, qui disent s'il vous plaît, est-ce que tu peux venir avec moi? Je veux voir ce poète. Et l'ami, c'est comme, ah, vraiment, j'aime pas la poésie. Toujours. Et je sais pas, peut-être en France, si on veut pas faire quelque chose, on dit non, je viens pas. Alors, je vais penser ça dans ma tête, que tout le monde veut être ici. Mais je sais que c'est pas vrai. Alors, si c'est vu, merci un peu extra pour accompagner les fans de poésie. Oui, comme Adrien a dit, je vais lire pour à peu près un demi-heure. Et je vais lire en français plutôt, mais je vais lire aussi un peu des poèmes en anglais. Alors, j'espère que ça va pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais. Et je vais commencer ce livre. Il s'appelle Slug en anglais, ça veut dire les masses. C'est vraiment différent. Le titre en français s'appelle « Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi ». En français, c'est pas une traduction exacte, mais je crois que ça marche mieux en français, ce titre. Et je suis très heureuse avec ça. C'est un livre, j'adore écrire de la poésie, alors c'est surtout un livre avec des poèmes, mais il y a aussi du prose, il y a des histoires, il y a des recherches que j'ai faites autour des poèmes, et il y a des nouvelles, on fait, je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime écrire ça aussi. Mais il y a 7 chapitres sur des sujets vraiment différents. Il y a un chapitre sur le chagrin, il y a un chapitre sur la grandeur, sur l'adolescence, sur le sexe. Il y a un grand chapitre sur la masturbation. J'attendais pas ça, mais mon éditeur a dit que j'ai écrit plein de poèmes sur ce sujet. Alors, je vais lire juste un petit peu de chaque chapitre pour vous. Un peu des poèmes et un peu de prose. Normalement, je choisis des poèmes avec le public dans ma tête, la saison, mon humeur. Mais on fait en français, j'ai choisi les poèmes sans le son OU. Plutôt.
j'ai changé un peu les poèmes pour ça et j'ai pratiqué toute cette tournée avec mon éditeur Marion, mais j'arrive toujours pas, alors je suis désolée. Mais oui, s'il y a tu, et il y avait des libraires très bien qui a donné le livre des cubes de cœur, mais moi je les appelle les culs de cœur et ça ne marche pas. Alors je vais essayer d'éviter ce son, mais peut-être vous allez voir que je prononce pas très bien ce son-là. Ok, je commence avec le chapitre sur, en fait c'est le chagrin, les fins, mais il parle plutôt sur mes grands-mères. Et je veux commencer avec les 2 poèmes ici, parce qu'en fait, le livre est vraiment inspiré par les conversations que j'ai eues avec mon grand-mère, la mère de ma mère, qui m'a parlé beaucoup de sexe, en fait. Je ne sais pas pourquoi, elle avait plein de questions sur ça, de fellation surtout. Je n'ai pas attendu ça en tant que petit enfant, mais c'est aussi... Mais c'était bien, j'aimais. Mais c'est aussi inspiré par les conversations que j'ai entendues entre ma fille et ma grand-mère. On avait pour 10 années, 10 ans, on avait les 4 générations de femmes dans ma famille. Alors, je vais commencer avec 2 poèmes et un peu de prose. Chanceuse, pour toi, mamie, qui plus malade que jamais, continuait de répéter que tu avais tellement de chance. Un jour, ça pourrait être nu, les voisins qui rendent visite, les genoux qui craquent quand on se lève, nus qui pèteront en marchant, nus qui ne pourront plus prendre une douche, nous laverons au lavabo les dents hors de la bouche. Un jour, ça pourrait être nu, entouré d'infirmières, les enfants effrayés par notre visage creux, nos cheveux d'ombre du nuage. Là maintenant, nous sommes avec toi, mamie. Nous serrons tes mains fraîches dans les nôtres. Tu dis que tu te sens si chanceuse. J'ai du mal à comprendre. Et il s'appelle Petit enfant. Et je l'ai écrit 5 minutes, je crois, après avoir vu le funérail de ma grand-mère. Et c'était dans l'ère de Covid. Alors, je l'ai vu sur l'ordinateur. C'était vraiment de la merde d'être seule. Je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui a fait ça. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi porter, quoi boire. Mais après ça, j'ai écrit plein de poèmes. Et ce poème, c'était la première. Le premier. Je fais toujours que la poésie est féminin, la poème. Petit enfant, pour quiconque a aimé et perdu cette distinction. Je ne suis plus le petit enfant de personne à présent, seulement fille et mère, et je sais combien cela me comble. Mais pour ce qui est du plaisir total, j'ai aimé être petite fille plus que tu. Qui va me gâter pour rire maintenant, qui me servira des boissons sucrées alors que je viens de me brosser les dents, qui mettra le chauffage quand je sors de la douche, enveloppée d'une grande serviette. Oui, je sais et suis reconnaissante de tous ces moments partagés. Il y a des gens qui n'ont jamais rencontré leurs grands-parents, tant de gens, mais moi qui ai eu cette chance, laissez-moi pleurer, laissez-moi me plaindre. Maintenant, un peu de prose, parce que pour moi, ces 3 paragraphes expliquent un peu les thèmes de tous les livres, le livre entier, pas tous les livres. Je ne peux pas dire ce mot, le livre entier, c'est mieux. J'ai changé les mots. C'était en fait dans le poème Petit enfant, c'était du plaisir pur, P-U-R, mais j'ai changé de total. Il y a des petits changements comme ça. Discutons de sexualité orale avec mamie. Mamie avait un fou rire quand elle parlait de la fois où elle était allée chez le coiffeur du coin et avait demandé une coupe et un léchage. J'aime bien m'en attribuer le mérite. Cette semaine-là, nous avions parlé de fellation parce que mamie croyait que les pipes étaient un mythe. Mais je ne peux pas croire que je lis ça dans la maison de la poésie. Merci. Mais qui donc voudrait faire ça? Elle a dit. Elle croyait aussi jusqu'à son 3e enfant que les bébés naissaient par l'anus, parce que c'est par là que le docteur lui avait dit de pousser. Et honnêtement, c'est souvent ce que l'on ressent.
Ce fut le cas pour moi. En ce temps-là, elle disait, on ne posait pas de questions et on ne parlait pas de ces aspects du corps. On ne te disait rien et tu ne demandais rien. Quelle merde, mamie, j'ai dit. Oui, c'était comme ça, ma chérie. Après l'accouchement, me dit-elle, il était considéré comme indigne d'une dame de faire mention de déchirure ou de saignement. Alors, on s'arrangeait pour faire croire que tout allait bien, ce qui voulait dire que l'on recevait moins d'attention et d'aide à la guérison postnatale et que l'on avait peu d'excuses, dans ces mots, pour ne pas avoir de relations sexuelles avec pénétration dès que son mari le désirait à nouveau. J'ai passé beaucoup plus de temps à parler du corps, des sens, du sexe avec ma grand-mère que la plupart des autres petits-enfants, je crois. Je lui téléphonais au moins une fois par semaine. Quelle que fût la raison de mon appel, au bout d'environ 5 minutes, mamie disait toujours « Mais comment sommes-nous arrivés à parler de ça, Holly ?» Tandis que la conversation dérivait une fois de plus vers des histoires des pénis, des blagues cochonnes, et que j'étais tenue pour responsable d'avoir apparemment orienté la discussion, alors que la main sur le cœur, la plupart du temps, c'était elle. Okay. Maintenant, je vais lire un poème au sujet de l'autre grand-mère. Ma mère, elle dit que je dois dire ça parce que on fait ma grand-mère, la mère de mon père, pas la mère de ma maman, c'était l'autre côté de la famille. Elle dit il faut vérifier ça avec le public. Elle a volé pas mal de choses. C'était vraiment traditionnel dans ma famille, à côté de mon père, pas ma mère, de voler des choses comme les sachets de thé, les sachets de sucre, tout ça. Et en fait, quand j'étais petite, je ne savais pas qu'il y avait des personnes, des familles qui achetaient du sucre parce que c'était pas vraiment le truc dans ma famille. Alors, je vais lire celle-là en anglais, mais en français, le titre, c'est « Le jour où j'ai arrêté de voler les sachets de thé des hôtels ». Et c'est vrai, j'ai arrêté maintenant. Mais je crois que ma grand-mère va pas aimer ça. Il y avait une fille qui était écologiste, on dit. Elle m'a donné qu'il faut arrêter de faire ça parce que c'est pas bien pour l'environnement de voler toutes les choses petites en plastique. Et j'ai dit comme, ok, ça va, mais c'est vraiment une tradition dans ma famille, mais on n'a pas plein de traditions. Voilà, en anglais. C'est trop vite pour moi de lire ce poème en français, je suis désolée. The day I stopped nicking tea bags from hotels, or Grandma, forgive me. This is your fault, Granny, that I'm like this. I cannot leave the tiny shampoo bottle in the hotel shower, which I do not need to take. I do not need to take it. It will just sit in my bathroom cupboard unused for years, but I cannot leave it. Or the shower gel, or the body lotion. I don't even use body lotion. This is your fault, Grandma. C'est ta faute, grand-mère. I cannot leave the tea bags in the basket for the next guest. I cannot leave the biscuits in the packets in the basket for the next guest. I cannot leave the alcohol in the glasses or the barrels or the bottles or all-you-can-drink parties that you pay set fees in advance for. This is your fault, Grandma. That night, I ended up in a car park in a tutu, thinking the car park was my bedroom because I had to get my money's worth. Holly, you have to get your money's worth, or all-you-can-drink pay in advance parties, which was only £5 to get into anyway. Don't worry, Grandma. I wasn't hurt. My friend found me, explained that the car park was not my flat, the car park space not my bedroom. But Grandma, remember, you used to order 20 packs of sugar with your tea on the train down from Scotland, just so you could steal the packs of sugar with the excuse that they would have thrown them away anyway after being on your saucer. You never even ordered tea, just a mug of hot water and 20 packs of sugar. Slipped a tea bag from your handbag so you did not have to pay full price for a cup of tea on the train today. I left a hotel room for the first time in my life without taking a single tea bag, not one. You do not need the tea bag, Holly. You do not need the tea bag, Holly. The war is over. But now I'm on the train back home, staring out the window, and I can feel you on my shoulder, looking down on me, disgusted, frowning at the loss. What has happened to this family? What has happened to your grandchild? Whispering traitor, whispering traitor, whispering traitor. Thank you.
Merci, bien, bien. Maintenant, je vais lire lentement en français, encore une fois. Je veux lire ce poème, c'est dans le chapitre sur les ados et le sexe et tout ça. Et je veux le lire parce qu'en fait, je crois qu'il y a la traduction de ce livre, je le crois absolument incroyable. Vraiment, les traducteurs sont trop bien. Et je crois qu'il y a des poèmes qui sont mieux en français qu'en anglais. Et ça m'a rendu vraiment du plaisir. Et ce poème, je pense que ça marche. Peut-être que je n'allais pas penser ça. Mais je pense que ça marche très bien en français. Et je l'ai écrit après que mon enfant, ma fille m'a demandé mais c'est qui le sexe, maman? Quand les enfants demandent les choses comme ça, tu le sens. Et moi, j'ai commencé à dire cette histoire, oh, s'il y a un homme et une femme, ils s'aiment, et blablabla, et le pénis, ça va dans le vagin, et c'est ça. Boum, c'est le sexe. Et puis, je pensais, mais merde, c'est pas ça. Pour moi, la plupart des personnes, normalement, on fait pas le sexe comme ça tout le temps. Et je ne veux pas que ma fille pense que ça, c'est le sexe. Alors, je pensais, et je lui ai dit de me donner 3 jours de penser de la réponse. Parce que je sais pas. Alors, j'ai écrit ce poème, mais en anglais, il s'appelle Kissing, alors comme embrasser. Mais vraiment, le poème décrit le fait que pour moi, le sexe, on fait le sexe si c'est bien. C'est comme une grande embrasse avec le corps. Et puis, quand je l'ai lu, j'ai dit le mot baiser. Je ne savais pas ce mot. Je ne savais pas qu'il y avait un mot qui peut dire embrasse ou je sais pas le mot en français. Et ça me confus, vraiment, ce mot, baiser, le baiser. Je peux pas croire qu'il y a un mot avec les 2 sens comme ça. Mais c'est parfait pour ce poème, alors. Merci. Merci pour la langue française. Baiser. Pour les amants, pour tous les baisers. Les mains, baisons déjà les mains. Penchons-nous un petit peu. Lèvres timides, contre lèvres timides. Entre elles, l'air écrasé jusqu'au baiser. Puis les lèvres, baisons les lèvres, lèvres qui commencent à s'entrouvrir, langues se cherchant dans le noir de flambeaux parmi les étoiles jusqu'au baiser. Puis la langue, baisons la langue, les lèvres, baisons toujours les lèvres, les poitrines un peu penchées jusqu'au baiser. Puis la poitrine, baisons la poitrine, et la langue, baisons toujours la langue. Les mains baisent les cheveux, le crâne. Les mains baisent les seins, le souffle. Le pubis baise la jambe toute nue. Les jambes baisent les jambes, baisent la bite, baisent la langue, baisent la gorge, baisent le clito, baisent les lèvres, baisent le clito, baisent le bout des doigts, baisent les pieds. Nos corps, ommelés en sueur, ont un tas de chaleur qui nous caresse. Satisfaits, nous lâchons prise, éloignant le souffle du souffle. Les orteils, débaisons les orteils, les jambes, débaisons les jambes, les lèvres, débaisons les seins, la langue, débaisons le cœur. En riant, nous nous effondrons, les mains, baisons encore les mains. Et en fait, tout autour, il y a des petites différences avec ma lecture et ce qui est dans le livre. Alors, il faut acheter le livre pour voir les vrais, les vrais poèmes. On peut l'acheter aux librairies après. Mais en fait, ça commence avec la pomme. La pomme, baisons déjà la pomme, pas les mains, baisons déjà les mains. Mais je l'ai écrit au Toulouse, que je ne peux pas dire ça, non, Toulouse. Mais j'ai dit la pomme un peu comme la pomme. Alors, je crois que le public était un peu confus. Et j'ai dit la pomme, baisons toujours la pomme, comme si j'ai un fétiche pour les fruits, quelque chose. Alors, j'ai changé pour l'air, mais en fait, c'est pas correct. OK. Je vais lire un petit peu sur la parentalité. Il y a un chapitre sur ça. J'écris plein de choses. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup, ça m'inspire. Et avant de lire ces poèmes sur la parentalité, je vais lire 3 de ce chapitre. Je dois dire que j'adore ma fille. J'adore être mère. Il faut toujours dire cela. Avant de lire n'importe quoi sur les choses un peu négatives sur la parentalité. Alors, je veux que vous sachiez que vraiment, c'est excellent être mère pour moi. Et maintenant, je peux lire les poèmes. Ce poème est très petit. C'est très court, mais c'est petit. Marchandant avec une gamine de 7 ans, j'ai partagé mon corps avec toi,
des mois avant ta naissance, tu pourrais au moins me filer une de tes chips. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est très petite. OK. Deuxième. Ce poème s'appelle Douce séparation. Je l'ai écrit le premier jour où mon enfant, elle a 13 ans maintenant. Elle a 12 ans quand j'ai écrit le poème. Et c'était la première fois où elle sortait de la maison. Elle est allée au centre-ville avec les amis, mais sans un parent, sans un adulte. Elle a adoré ça, évidemment. Et moi, c'était impossible, c'était très difficile de penser qu'elle était là sans un adulte. Et moi, j'étais à la maison toute la journée, en sanglots. Je pleurais, je pensais, j'ai perdu mon enfant. Et elle avait 12 ans, alors c'était un peu tôt pour ça. Mais elle est retournée à la maison et elle a dit, c'était trop bien la journée, je veux aller sans toi, toutes les fois. Et, merci. C'est ça, être un parent. Et elle m'a demandé, et toi, mamie, c'était bien, t'as passé une belle journée? Et j'ai dit, oui, c'était excellent, merci. Mais en fait, je pleurais tout autour de la journée et j'écrivais des poèmes comme celle-ci. Douce séparation. D'abord, tu n'avais plus besoin de mon corps, pierre tombale d'une étoile, éjectée violemment, aveugle et hurlante. Alors, tu n'avais plus besoin du battement de mon cœur, cordon coupé et attaché jusqu'à ce que cessent les flux, jusqu'à ce que la marée s'assèche, jusqu'à ce que la peau se flétrisse, notre rude proximité charnelle jetée dans une poubelle. Alors, tu n'avais plus besoin de moi, seins qui durcissent, feuilles de chou superflues pour accompagner la perte qui enfle. Alors, tu n'avais plus besoin de moi pour te tenir la tête quand tu te redressais, pour te tenir la main quand tu marchais, pour te tenir la cuillère quand tu mangeais, pour trottiner derrière ta bicyclette, pour rattraper ta chute de patineuse à roulettes, pour courir derrière ton scooter, pour m'asseoir à côté de ton lit, pour lire une histoire jusqu'à ce que tu t'endormes, pour faire courir mon doigt sur chaque lettre, pour appeler en silence chaque mot que tu lis. Quel sentiment étrange, ton méoté d'amour, juste pour t'aider à me quitter. En fait, après avoir écrit ce poème, je lisais des autres études sur la parentalité, les choses comme ça, et j'ai lu en Grande-Bretagne, je ne sais pas en France, mais j'ai une fille seulement. Et j'ai lu que l'âge moyen pour les enfants pour quitter la maison de leurs parents, pour les filles, c'était 18 ans, mais pour les garçons, c'était 35. Alors peut-être, si vous avez une petite fille magique, il va rester un peu plus longtemps. Ok, ça c'est le dernier que je vais lire dans ce chapitre. Et je crois que ce poème donne peut-être, je ne sais pas, mais peut-être l'impression que je déteste les enfants, mais c'est pas vrai. Je l'ai écrit après avoir vu le même magicien dans la même salle commune, je crois 5 fois dans 2 mois. Alors il y avait vraiment plein de fêtes d'enfants en septembre. Normalement, il y a plus d'enfants qui sont nés en septembre à cause de Noël. On fait du sexe à Noël, on m'a dit. Une sage-femme m'a dit ça. Et je me sentais, quand j'ai écrit ce poème, quand je l'écrivais, je me sentais un peu comme si chaque week-end, j'étais là dans les fêtes des enfants en essayant de parler avec les parents que je ne connaissais pas très bien. Il lui fallait être très poli et j'aime pas trop être très poli comme ça. Et je me sentais un peu comme si mon cerveau d'adulte dissolvait peut-être en purée de pommes. C'était ça ma tête quand je l'ai écrit. Mais je déteste pas le petit Pierre. C'est un gentil enfant. Spectacle de magie. J'ai commencé à avoir une furieuse envie de shot d'absinthe, enfiler sec au comptoir encore et encore, parce que je m'emmerde tellement aux fêtes des enfants. Nous serions sur nos chaises pliantes, nous autres adultes assis tout autour, à tenir une conversation convenable avec des parents qu'on ne connaît pas bien,
Ah oui, mon enfant, c'est celui-ci. Oui, nous avons plein de chance. Plus je verse de jus d'orange, plus j'ai envie de me saouler. Le petit Pierre dit qu'il est l'orange, me lançait des fouilles d'été ou rien. Le petit Pierre peut aller se faire foutre, me dis-je. Je mens, je dis, il ne reste plus que de l'orange. J'aide à servir à manger aux enfants, point vif qui écrase les chips dans les assiettes. Les parents qui se penchent, paniqués, tentent en vain de refourguer un peu de raisin. Louise, le père de Louise, ajoute-toi bâtonnet de carottes. Louise regarde son père genre enculé. Quelqu'un me dit que la liste d'attente pour les scouts est pratiquement d'un an. Et je panique, ne sachant quoi répondre, parce que j'en ai juste rien à foutre. Je montre mes nichons dans un bar à absinthe. L'alcool me dégouline comme du miel sur le pain. J'appelle le barman, lui demande de m'en verser un autre. Ma fille vient vers moi et sourit, grimpe sur mes genoux, on s'assied, on se câline. On regarde ensemble, une fois encore, le spectacle de magie. Je suis contente qu'elle s'amuse. Merci. Merci bien. Okay, je crois que je vais lire trois poèmes qui restent. Alors, ce poème, c'est en anglais. Et dans la partie, la chapitre sur la menstruation. Il s'appelle Blood Granddad. C'est sang. Merci. Son grand-père. Et je l'ai écrit à cause de mon grand-père parce que quand j'étais petite, il y avait des fois quand on regardait la télévision ensemble dans la famille que mon grand-père, il a sorti le salon et je ne savais pas pourquoi. Il a attendu un peu derrière la porte et puis il est rentré sans rien dire. Et ma mère, elle m'a dit que c'était parce qu'il trouvait que les publicités pour les serviettes hygiéniques étaient vraiment dégueulasses. Et il ne voulait pas les voir. Et il pensait que ce n'était pas bien d'avoir ça sur la télévision. Alors, c'était comme un proteste. Il faisait ça chaque fois qu'il y avait ces pubs. Il était vraiment un beau homme, bel homme, je ne sais pas. Mais oui, et ça m'a fait rigoler quand elle m'a expliqué ça. J'ai écrit ce poème. Alors, Blood Granddad. Après ça, c'est la masturbation, oui. Blood Granddad. Don't worry, Granddad. It's not that blood. It's just scuffed knees blood, weak nose from a cold blood, finger cut on paper blood, tiny line of red blood, and you sort of wish blood there was more blood because paper cuts never look as painful as they are blood. So don't worry, Granddad. Don't get up. It's not that blood. It's just kids' blood, just Tom and Jerry blood, cartoons before school blood, cats' brains bashed with saucepans blood, just fairy blood, just story blood, Snow White's lips as red as blood, Aurora pricked her finger blood, Rapunzel's lover fallen blood, thorns blinding both his eyeballs blood, so don't worry, Grandad, don't get up, it's just PG blood. Just Fortnite blood, just Harry Potter's Horcrux blood, just fake crime blood, just true crime blood, just crime book blood, just Rocky's blood, just Rambo blood, just Arnie blood, just Bruce Lee blood, just war films blood, more war films blood, more war films blood, just young boys, barbed wire close-up blood, a pan of all the body's blood, corpses piled on Poppy's blood, just saviors, nailed to crosses blood, just Thorn of Crowns, just Game of Thrones, just House of Cards, just House of Lords, just fighting blood, just violent blood, just dying blood, just dead blood. So don't worry, Grandad. Don't get up. It's not that blood. It's not birth blood. It's not blood. Merci, bien. Ok, le chapitre sur la masturbation. Ma mère, elle est très fière de ce chapitre. Ok, ce poème a un titre assez long et c'est une réponse aux emails que je reçois souvent et je ne sais pas pourquoi je reçois ces emails parce que je ne me masturbe pas devant le porno. Et ça donne une impression du poème. Et en fait, si je couvre la caméra avec l'autre main, alors ça va. Alors, le titre.
Si je pouvais répondre aux spams qui prétendent avoir piraté la caméra de mon ordinateur et disposer d'un enregistrement de moi en train de me masturber devant du porno, enregistrement honteux de moi en train de me masturber devant du porno, qu'ils partageront avec le monde entier, à moins que je verse sur le champ un paquet de pognon sur le compte bancaire. Attention! Votre appareil a été infecté par un logiciel que j'ai développé. Attention, le logiciel vous a enregistré en train de vous masturber sauvagement. C'est sauvagement vraiment le mot dans l'email. Attention, nous avons vos contacts. Nous allons l'envoyer à votre mère. Nous allons l'envoyer à votre famille. Nous allons l'envoyer à vos amis, à moins que vous nous envoyiez plein d'argent. Attention, il n'y a rien de sauvage dans mes bandelettes. Quand je me masturbe, je ne bouge même presque pas. Mon visage a l'air d'une statue, d'un poisson qui se concentre. C'est vrai, je crois que c'est vrai, en fait, malheureusement. Ce serait probablement un film des plus ennuyeux à regarder. Mes amis n'en ont rien à foutre. Et ma mère s'intéresse beaucoup plus à l'observation des oiseaux et aux documentaires sur la nature qu'à sa fille en train de se palucher. Bis, Holly. OK, un très petit maintenant, sur le doigtage. Il y en a pas mal dans ce livre. si tu aimes ça, alors ça va. Et j'ai écrit ce poème pour une organisation écologique qui m'a demandé si je peux écrire un poème sur les choses zéro carbone. Ils m'ont envoyé plein de recherches sur ça. Je pensais, OK, ça c'est un zéro carbone, mais il faut aller là. Alors, pas vraiment. Et j'ai trouvé, après toutes les recherches, que vraiment danser, c'était très bien pour l'environnement et aussi se masturber. C'était très bien pour l'environnement. Très socialiste aussi, je crois. Alors... C'est petit ce poème. En fait, l'organisation n'a pas utilisé le poème. Et puis, je finis avec un autre. En réduisant nos empreintes carbone à ceux qui se soucient aussi de l'environnement, se faire gentiment doigter dans les toilettes d'un café est meilleur pour la planète qu'un thé à emporter. Mais c'est vrai, en fait. J'ai fait des recherches, c'est vrai. Okay. Plein de recherches. Ceci est mon dernier poème. Et merci bien pour m'écouter en français. Et après ça, je vais parler un peu avec Adrienne. Alors, ce poème, c'est dans le dernier chapitre qui s'appelle « Les étrangers », mais c'est pas le sens des personnes qui viennent des autres pays, c'est seulement le sens des personnes qu'on ne connaît pas. Le titre, le poème s'appelle « À la femme de 78 ans qui a bavardé avec moi pendant tout le trajet dans le train reliant Londres à Liverpool, un voyage de près de 4 heures. Il n'était pas nécessaire de vous excuser pour avoir abusé de mon temps en parlant de vos petits-enfants et de devoir voyager seul en train maintenant depuis que votre mari est mort. Ce que vous n'aimez pas vraiment, mais comme c'est agréable de prendre un thé et quand le chariot repasse, peut-être m'offrirez-vous un biscuit. Et comment vous l'aviez rencontré à un bal, comme il dansait bien le two-step, comment vous tournez toujours la tête quand il y a quelque chose de drôle à la télé, comme s'il était toujours assis dans son fauteuil, même s'il est resté inoccupé depuis près de 10 ans. Combien je vous rappelle de votre fille, comme c'est bien d'être encore jeune. Comment vos enfants vous prennent pour une idiote, comment vos anges sont lâchés, comment vous avez eu votre manteau pour vraiment pas cher lors des soldes d'hiver. La vérité, c'est que je vous avais déjà réparé et qu'avide de compagnie, j'ai choisi ce siège à votre table dans l'espoir que vous seriez aussi bavarde que moi. Merci bien. Merci.
Ça va? Oui, je transpire. Quand je parle en français, je transpire plus. Oui, ça va. Merci Holly, merci beaucoup. Merci pour être ici. Donc voilà, le livre est là. Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi, donc titre très différent, tu l'as dit. On a compris que le français est aussi une langue importante pour toi, même si tu écris évidemment en anglais. Est-ce que pour toi, ce livre, c'est un nouveau livre ou c'est le même livre dans une langue différente? Quel rapport as-tu avec cet ouvrage? Je crois peut-être que c'est le deux. En fait, mon français, c'est pas aussi bien de savoir si c'est vraiment exactement comme ma voix, mais je crois que c'est le plus proche possible. Je crois, en le lisant. Et en fait, comme j'ai dit avec ce poème, je crois qu'il y a pas mal de poèmes. Je crois que le prose, c'est vraiment comme l'original. La poésie, c'est un peu plus difficile de faire comme ça. Mais je crois qu'il y a des poèmes même qui sont mieux, et ça me fait bien. Il y a des poèmes qui ne riment pas la même qu'en anglais, mais en fait, il y a aussi les poèmes-là que je crois que je préfère, avec les rimes différents. Alors, c'est vraiment bien. Alors, peut-être c'est les deux. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas traduire aussi, qui m'avaient fait rigoler un peu quand on faisait ça. Mais en fait, le processus avec les castors astrales, elle est traducteur. C'était Valérie Rousseau qui a traduit des poèmes et elle a traduit aussi les livres de Sylvia Plath. Alors, c'est vraiment bien comme traductrice. Ça, c'était si chouette de travailler avec elle. Et elle a fait les traductions. En français, je ne peux pas faire la traduction comme ça. Mais il y avait des petits trucs que je lui ai demandé. J'ai demandé à Clément, qui est un éditeur très bien à Castor Astral, si je peux même changer les trucs comme les ordres de ligne. Quelquefois, il y avait des poèmes en français qui ne rimaient pas. Et que je pensais, mais ce poème-là, c'est vraiment, je veux que ça rime A, B, comme ça. Alors, on a juste changé l'ordre des lignes et ça a marché. Et il y avait d'autres poèmes où j'ai demandé, est-ce que je peux changer le mot un peu? Parce que pour moi, pour ce poème, le rythme est encore plus important que ce mot exact. Et oui, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas traduire. Alors, j'ai lu tout le livre et puis j'ai dit mes commentaires. Il y avait des choses que je pensais, je crois que ça, c'est pas correct. Et j'ai eu une Zoom avec Clément, un peu awkward. Bizarre. Un peu bizarre. Hein? Elle était vraiment, vraiment sympa, mais c'était surtout les gros mots qui sont difficiles à traduire, mais aussi les choses sexuelles, je trouve. Alors, il y a un poème où il y a une blague avec teabagging en anglais. Et ceci, c'est une expression qui est comme faire le sachet de thé. Et c'était comme ça dans le poème, c'était comme faire le sachet de thé, comme si je parlais de thé, mais en fait, ça ne parle pas du thé. Et Clément, il a dit, mais en fait, c'est comment ce truc avec le sachet de thé? Et on ne se connaissait pas très bien. J'espère que ça va, Clément, que je dis ça. Et j'ai dû expliquer en anglais, il y a cette expression quand on veut mettre les testicules dans la bouche de quelqu'un et c'est comme si on fait un sachet de thé dans l'eau. Et on fait son visage, c'était comme ah oui. Non, en fait, on n'a pas ça en français. Alors, je pensais que l'anglais n'était pas aussi sexy que le français, mais peut-être pas. Hein. On a des mots comme ça. Et il y avait ça. Il y avait une autre expression, dogging, en anglais, qui est quand il y a des personnes qui vont dans les forêts, dans une voiture, et les autres personnes peuvent venir, si tu aimes cette sorte de choses, pour les regarder
avoir sexe, ils font du sexe dans la voiture et on peut aller regarder. C'est pas aussi populaire que ça en Angleterre. C'est pas un truc qu'on fait tout le temps. J'ai jamais fait, on fait moi-même, mais ça va si vous voulez. Mais j'ai fait ça. J'ai fait aussi le dogging et encore une fois, il a dit en fait, je crois pas qu'il y ait une traduction pour ça. Et j'adore la traduction de teabagging. C'est comme sachet de thé amygdale ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas du tout. Mais le dogging, c'est seulement le dogging dans le livre français. Alors oui, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas traduire, mais je crois qu'à part de ça, c'est vraiment ma voix dans le français. Voilà, vous pouvez acheter la version anglaise et apprendre des tas de mots comme ça. Oui, oui exactement. En comparant, hein. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de poésie, on est ici à la Maison de la Poésie, mais il y a toutes sortes de textes dans ce livre. Il y a aussi beaucoup de prose, il y a même des calligrammes qui sont très beaux. Merci. Comment décides-tu la forme à donner à tes idées? Pourquoi est-ce que certains sont en poème? Pourquoi certains sont en prose? Pourquoi ces calligrammes? Les calligrammes, merci pour ce mot, je ne le connaissais pas. Les calligrammes, c'était vraiment pour faire joie. Vraiment, j'adore écrire la poésie, j'adore lire, lire de la poésie aussi. Et j'ai dit ça, j'ai vu les calligrammes, et je pensais, c'est simple que ça, je pensais que ça c'est joli, ça c'est chouette, je veux essayer de faire ça. Alors c'est pour ça que je l'ai fait, il n'y a pas vraiment quelque chose de plus sérieux pour ça. J'aime essayer des nouveaux trucs dans la poésie, alors je voulais essayer ça. Et en fait, il y a un calligramme ici, je crois que ça marche plus. J'essaie de vendre tous les deux, anglais et français, mais je crois que ça marche. Il y a un qui marche très bien en français, et il y a un, et ça doit être un wolf, une flamme. Mais en fait, on a dit non, en français, c'est pas ce que c'est. Moins précis, voilà. Oui. Mais oui, mais pour le prose et la poésie, ça commence normalement avec les poèmes. Mais en fait, j'ai toujours écrit mes journaux, on dit ça, journaux, en poèmes, mais avec des proses, s'il y a des choses que je veux vraiment juste expliquer. Et dans ce livre, comme j'ai écrit plein de poèmes pour l'inégalité, le sexe, les règles, les choses comme ça, j'essayais parfois de faire un poème avec toutes ces recherches, et j'ai essayé de faire ça, mais les poèmes étaient vraiment longs, et en fait, je dirais, ils n'étaient pas bien, la poésie. Et alors, j'ai décidé que s'il y a des choses que je veux dire un peu plus précisément, je préfère utiliser le prose. Et si un poème vient, alors ça va, je travaille avec ce poème. Mais à part de ça, si je veux expliquer quelque chose juste comme ça, alors j'utilise le prose. Mais les nouvelles, il y a un petit nouvelle entre chaque chapitre de fiction, et je sais pas. J'aime écrire ça. J'ai écrit plein de petites nouvelles pour ma fille en lockdown. Alors, j'ai continué à faire ça. J'aimais ça. Oui, et l'éditeur, elle a dit, mais pourquoi pas? On peut le mettre dans le livre. Et parfois, c'est ça qui est très intéressant dans le livre, se suivent une idée en poésie et une idée en prose, et on voit deux façons différentes de raconter la même chose. Et ça fait aussi une des richesses, je pense, de ce livre. On voit que tu aimes lire aussi. Enfin, oui. On s'en est aperçu là pendant une demi-heure. Quand tu écris, est-ce que tu lis le poème à voix haute chez toi, toute seule? Je le lis après avoir écrit ça. Alors, quand je écris, je crois que je n'écris pas en haute voix. Mais c'est un peu bizarre parce que quand j'écris avec une voix dans ma tête, mais normalement une voix écossaise, parce que mes parents viennent d'Écosse. Et normalement, je ne sais pas, quand je pense, quelquefois, c'est avec un accent de Glasgow. Et après ça, quand je parle, c'est vraiment... Oh non, c'est anglaise. Alors, quand je pense des poèmes, quelquefois, je les fais dans la voix de mes parents et mes cousines et les choses comme ça. Mais après avoir écrit les poèmes, quand je les édite, c'est ça on dit, oui, quand je les refais, après ça, je le fais à haute voix pour
pour entendre un peu le rythme, si je veux changer les mots, le rime, si je veux que ça rime. Alors oui, les deux. Mais premièrement, c'est dans ma tête et c'est sur la page. Et après ça, en ce moment, je fais les études finales de Le volume 2. deuxième partie de ce livre. C'était en 2 parties. Et il y a une deuxième partie qui sort en Angleterre en mars. Et c'est la semaine finale des édits. Alors en ce moment, je suis comme je suis un peu folle. Je suis dans ma maison. Je suis comme ça en lisant les poèmes pour voir si je peux changer les choses. On voit, c'est un livre assez épais, hein, et il y a une introduction où il est écrit qu'on peut le lire dans tous les sens qu'on veut. Je me demandais, en voyant la quantité de textes que tu produis, si tu gardes tout, si tu jettes énormément de textes. Je jette pas mal de choses. Je jette des poèmes, en fait. Normalement, j'écris des poèmes comme c'est un hobby, j'adore ça. J'écris mes journaux et il y a plein de poèmes que je vais jamais partager parce qu'ils parlent des choses que je veux pas que les autres personnes savent. Et aussi, si je pense qu'ils sont pas très bien, les poèmes, ou je sais pas comment les finir, je fais ça seulement pour du plaisir. Mais le prose, normalement, je travaille sur ça comme si j'écris un livre. Je n'écris jamais des poèmes pour mettre dans un livre. J'écris des poèmes et après une année, un an, je les vois, je décide comment je veux le partager, si je veux les partager. Mais oui, le prose, je ne jette pas plein de ça. Je dis ça, mais j'écris toujours trop. Alors, c'est l'éditeur en Angleterre, elle vient de couper 30 000 mots du livre qui vient. Mais j'habite dans un village, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a même pas un pub, il n'y a pas un magasin. Alors je suis là, j'écris. Alors ce soir, tu étais seule sur scène, tu as fait cette tournée en France seule. Oui. Néanmoins, ceux qui t'ont vu passer à Paris savent que tu es souvent accompagnée d'autres poètes, notamment Michael Pedersen, qui est un des personnages Oui. du livre qui passe discrètement entre les pages, des gens qui ne sont pas toujours pas encore traduits en français. Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'un collectif, d'un groupe de poètes britanniques aujourd'hui ? Oui. En fait, je parlais avec Michael aujourd'hui, on parlait de ça. Moi, je fais plein de choses seule. Je fais des tournées seule ou même avec un autre poète. Normalement Michael, mais oui, il y a des autres. Alors oui et non. Je n'habite pas dans une grande ville. Comme j'ai dit, j'habite dans un village. Alors ça fait 15 années que je ne suis pas partie du quotidien de la poésie. Alors, normalement, il y a des gens qui se connaissent très bien, mais je dirais vraiment que c'est une scène très sportive. Ouais. Pas sportive, sportive. Sportive peut-être. Oui. Et j'ai une petite groupe de personnes. Il y a Michael et surtout les personnes en Écosse. Michael et Jackie Kay aussi, on fait plein de choses ensemble, et Gemma. Et on fait pas mal de trucs. On fait chaque année, on vient à Paris pour faire une lecture dans un pub écossaise. C'est les Écossais qui l'ont choisi. Mais on fait les petits trucs comme ça ensemble. Et j'adore être avec les autres personnes. Et honnêtement, c'est seulement à cause de comment on explique, faire la tournée, c'est ma salaire en Grande-Bretagne. J'adore ça, mais je fais plein de tournées là et la plupart des autres poètes travaillent aussi comme profs, ils travaillent dans les universités, ils font des choses comme ça, mais moi, c'est vraiment les tournées où je peux gagner ma vie. Alors, si je fais avec plein d'autres personnes, c'est plus difficile. Oui. Et c'est un peu énervant, mais je trouve que c'est plus difficile honnêtement de vendre des billets. S'il y a un poète, comme les comédiens, quoi, s'il y a quelqu'un qu'on veut aller voir, on va aller voir ce personne peut-être avec un ou deux autres poètes. Mais s'il y a les grands spectacles de poésie avec plein de poètes,
je crois que le public devient plus petit avec plus de personnes dedans. En tout cas, on espère Mais je voudrais bien aller avec les personnes sur le tournoi. Que la publication de ce livre donnera peut-être des idées à d'autres éditeurs d'éditer d'autres poètes de ta génération. Oui, je voudrais bien. Michael, ce langage, je fais plein de spectacles avec lui et je crois que mon vocabulaire, c'est assez simple. J'écris comment je pense et peut-être mes pensées sont assez simples. Mais son vocabulaire, c'est vraiment extraordinaire et peut-être plus difficile à traduire. Mais possible. Oui, j'espère que ça va encourager les maisons d'édition d'ici de faire des traductions des autres poètes. Beaucoup de gens t'ont connu par les réseaux sociaux, par Internet. Tu as constitué une communauté importante de gens autour de toi. Quel a été le rôle, d'après toi, des réseaux sociaux, d'Internet dans ta poésie ? Mais c'est juste une méthode pour partager. Vraiment, je n'écris jamais les poèmes pour Instagram, pour YouTube spécifiquement. C'est seulement que je crois, pour moi, la poésie était un peu intimidante. J'écrivais tout autour de ma vie, mais même entrer dans un café de poésie ou aller dans il y a un café de poésie à Londres et ça m'a fait 3 années pour entrer dans le café. Je suis allée là, j'étudiais là 2 jours dans le café de poésie à l'université à Londres et je suis allée là, j'étais à la porte et puis j'ai vu le public qui était là, c'était un peu silent, il y a plein de livres et j'ai couru. Et je ne suis pas entrée. Et puis, je suis allée, je voulais peut-être lire un poème. Et j'ai donné mon nom. Et puis, j'ai dit un nom. Et j'ai quitté encore une fois. Alors, je crois que j'ai écouté les autres depuis une année avant d'avoir la confiance de même lire un poème. Et aussi, il y a des personnes, j'ai grandi dans un village aussi. Et il n'y a pas de spectacle de poésie dans le village. Alors, les réseaux sociaux, pour moi, c'est juste une méthode pour que les personnes qui ne veulent pas sortir pour le voir ou qui n'ont pas la confiance, ou peut-être même ouvre un livre de poèmes, seulement de poèmes. Ça peut être un peu, je ne sais pas comment le lire, c'est pas normal pour les personnes. Alors, en fait, pour moi, c'est pour faire un bienvenue à n'importe qui. Et oui, c'est pour ça. C'était un prof qui m'a demandé premièrement si je peux mettre un poème sur YouTube. Et puis, c'est pour ça que j'ai commencé ça. Et TikTok, je viens de commencer parce que ma fille m'a dit « Mais mamie, il y a des personnes qui ouvrent ton livre sur TikTok et tu ne peux pas répondre. Alors, c'est vraiment impoli. Il faut le faire. » Alors, elle m'a aidée de commencer le TikTok. Mais c'est incroyable, vraiment. Il y a des personnes qui viennent des lectures et il y a pas mal de personnes qui disent oh, « J'ai vu quelque chose de TikTok ou Instagram. » Mais je crois que les journaux en Angleterre, en Grande-Bretagne, adorent faire une division dans la poésie. Alors, j'ai vu que chaque fois que j'ai utilisé un nouveau réseau social, c'était là, j'étais un YouTube poète, mais jamais seulement un poète. Et quand j'ai publié un livre, j'étais pas une poète des pages, non, j'étais un slameuse. Quand j'ai fait 3 slams, j'étais un slameuse, pas un poète. J'étais un YouTube poète. Puis j'ai commencé Instagram, j'étais un Instagram poète. Et puis il y a des articles, oh, les poètes sur Instagram, c'est la mort de la poésie. Et maintenant, peut-être je suis un TikTok poète, je sais pas. Mais c'est les mêmes poèmes dans les livres sur TikTok. Ça fait aucune différence avec l'écriture. Alors, je trouve ça un peu... Ça me fatigue, les opinions comme ça. Il y a tout un vocabulaire culinaire assez curieux dans ce livre. Je ne reviens pas sur le tea bag, mais il y a des marshmallows, le chocolat Galaxy, les crumpets. D'où te vient ce goût pour la nourriture et particulièrement pour des choses vraiment pas bonnes ? En fait, j'ai jamais pensé de ça. Personne m'a pas dit ça. Ça doit être en France qu'on dit ça. Oui. En fait, j'adore manger. Premièrement, j'adore manger. Et
peut-être c'est les choses un peu d'enfant, mais en fait, je veux pas insulter ma famille, mais c'est pas vraiment une famille gastronomique. Mes grands-parents n'aimaient pas faire la cuisine. Queer, c'est ça? Non, c'est pas queer. Hein? Faire la cuisine. Et ma mère, elle a fait ça dans notre maison, mais c'était pas assez bien. Excusez-moi, maman, mais elle a dit, je suis désolée, j'ai pas vraiment fait la cuisine très bien. Mon papa, c'était hors de question. Il peut même faire les pâtes maintenant. Alors, on a mangé plein de junk food. En fait, on a mangé plein de choses comme les nuits dans les pots de plastique et les choses qui va dans le micro-ondes. Ma mère était infirmière. Quand j'étais petite, elle travaillait quelquefois toutes les nuits et puis elle dormait. Elle essayait de cuisiner aussi. Mais je crois que c'est pour ça, parce que dans mes mémoires, c'est ça qu'on mangeait. Et en fait, quand j'avais 15 ans, je suis allée en France pour l'échange scolaire. Et j'étais végétarienne à l'âge de 4 ans, mais personne dans ma famille est végétarien. Alors, ça m'a énervé mes parents, vraiment. Mais ma mère, elle m'a laissé ne mange pas de la viande ni de la poisson. Je ne me souviens pas pourquoi je voulais être végétarien, mais je suis toujours. J'essaie un peu le poisson maintenant, j'essaie de changer un peu. En fait, je ne sais pas. Oh oui, j'étais en France pour faire l'échange scolaire et on m'a trouvé une autre végétarienne française. Je ne pouvais pas le croire. Et toute sa famille était végétarienne. Et ils cuisinaient des légumes. Et on ne mangeait pas plein de légumes dans ma maison. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais très impolie. Je ne savais pas, mais c'était impoli. Et j'ai dit à ma mère, oh, mais la France, c'est extraordinaire. Tu sais, quand tu manges des légumes en France, il a un goût du bien. C'est vraiment... c'est du bien. Alors, oui. C'est pour ça, peut-être. Ouais. Mais maintenant, je ne mange pas seulement des marshmallows. Et... Marshmallows, je trouve un peu sexy. C'est pourquoi je... Ouais. C'est pour ça. Ouais. En fait, j'aime pas le goût, mais j'aime le... La texture. C'est quoi? Ouais. C'est quoi en français, si les personnes ne connaissent pas le marshmallow? Chamallow. Ouh. Mais nous, on un fait bon pas... mot, hein, chamallow. On fait pas... Oui, c'est sexy, je ne savais pas. On n'a pas l'habitude de les faire fondre au micro-ondes sur des biscuits. Ah non? Non. C'est délicieuse. Ouais. C'était ça mon dessert préféré. Quand j'étais un enfant, on fait un biscuit, un chamallow. Chamallow. On le met dans le micro-ondes, c'est incroyable, vraiment. C'est comme les pâtisseries ici. Bon. Me dis pas marshmallow. Quel est le plus beau mot de la langue britannique pour toi? La langue anglaise. Ouf. Mais ça, c'est comme dire, c'est quoi ma chanson préférée? Peut-être ça va changer après. J'adore le mot snog en anglais. Tu connais le mot? Snog, ça veut dire... en fait, en anglais, on dit embrasser comme les Français, mais ça veut dire embrasser avec les langues. Mais je sais pourquoi on dit embrasser comme les Français, French kiss. Alors, snog, c'est notre mot, c'est de l'argot pour ça, pour embrasser avec des langues. Mais j'aime le son de snog. C'est vraiment, ça fait du bon mémoire. Mais c'est aussi un peu comme... En fait, le livre en anglais s'appelle Slug. Et j'aime aussi le son de ce mot. Mais c'est un peu dégueulasse en anglais, mais c'est un peu bien aussi. Alors, ça me fait penser des deux choses. Et slug, il y a d'autres mots comme snog et slime et slug. Et c'est toutes les choses un peu mouillées comme ça. Alors, je ne sais pas si ce mot me dégoûte ou si ça m'atterre. Je crois que c'est pour ça que j'aime. Bon. Tu as un mot favori en français? Slog, c'est bien, en fait. Ah, cool. Je vais l'importer dans la langue française parce que je crois que oui. ça manque à notre vocabulaire. Ah, cool, je voudrais ça. Bon, Oli, on ne se quitte pas comme ça quand même. Tu nous lis un dernier poème, hein? Okay.
s'il te plaît. Elle veut, c'est pour toi. Pour vous, pardon. Oui, je peux. Ah. Je le lis ici. Oh, bah, je vais tu lire, veux je vais lire. Ouais, vas-y. En fait, je lis un petit poème en anglais puis en français. C'est très petit. Alors oui, merci, Adrienne. C'était ça. Vraiment, la question était différente que jamais. Je pensais jamais du marshmallow dans le livre. Et merci Clément pour être ici. Et si vous voulez acheter un livre, très bien. Sinon, ça va. Il ne faut pas acheter pour aller parler avec moi. Je suis ici seule. C'est bien de parler. Et si vous voulez que j'écris quelque chose dans le livre, alors dites-moi. Oui, je vais finir avec ce poème parce que c'est un poème d'amour, mais le titre a ce OU, le son OU. Alors, je vais essayer. Je vais faire en français en avance. Ça s'appelle « Comme les loutres ». Ça va ? Comme les loutres. C'est les animaux qui habitent dans les rivières. OK. Mais je suis allée voir ces animaux, les loutres, dans une parc en Écosse. Et on m'a dit que quand ils dorment, ils ont les mains en main pour ne pas quitter l'un l'autre dans la rivière. Et je trouvais ça vraiment amoureuse. Alors, peut-être vous allez... parce que je ne prononce pas. Comme les loutres. Peut-être n'y a-t-il rien à craindre. Nous flotterons séparément, loin l'un de l'autre, dans ces eaux où la lune appelle la marée. Mais dans le lit douillet, n'empêche, je me repose tellement mieux, comme les loutres, avec toi, ta main toute chaude dans la mienne. Et en anglais? Like otters. Maybe there's no fear. We'll float far apart from each other in these waters as moon beckons tide. But cozy in bed, still I rest so much better. Like otters, together, your hand warm in mine. Merci mille fois d'être venu. Merci, merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir.